leaders dont j'appellerai ici sur le panel, je commencerai par monsieur Jacques Eoné, j'espère qu'il est dans la salle. Monsieur Jacques, sous vos acclamations, il est là. Bienvenue ici ce soir. Bienvenue, n'est-ce pas, pour partager ce savoir, cette intelligence en ce qui concerne l'intelligence artificielle sur le thème collaboration panafricaine, comment les leaders peuvent collaborer à travers les frontières. Merci Jacques, merci d'avoir accepté cette invitation. Et voilà tes applaudissements, je vous en prie. Bien, à côté de Jacques, je fais venir ici le docteur Bernard Sa, j'espère qu'il est là. Docteur Bernard Sa, oh, encore une dame. Ils m'ont piégé encore cette fois-ci. Docteur. Ah. Sécurité, je crois que cette dame, il faut la mettre dehors. Bienvenue, docteur Bernard Sa. J'ai failli me demander comment un Bernard comme moi s'appelle Bernard et c'est une femme. Mais c'est pas grave. Bien, bienvenue, docteur. Et puis, maintenant, les applaudissements qu'elle a eus, je vous demande de lui renvoyer ça maintenant. À côté, donc, nous allons faire venir le professeur, je dis bien le professeur Houda Chaoui, qui est dans la salle et qui viendra aussi, n'est-ce pas, partager son savoir sur ce thème. Voilà enfin une femme. Merci. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation et de partager, n'est-ce pas, ce savoir avec ce public. Très bien. Belle place. Et pour finir, j'appelle donc quelqu'un qui est, non seulement il devrait intervenir dans ce panel, mais nous avons à la dernière minute eu, n'est-ce pas, l'impossibilité de Clara Gando qui devait modérer ce panel. Malheureusement, elle était ici ce matin, mais elle a dû partir pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et sur ceux dont nous appelons ici Boris Landry Kwekam, qui en même temps a accepté, n'est-ce pas, de faire la modération de façon très, on va dire comme ça, de façon très subite. Et voilà, nous devons, vous voyez, au milieu, voilà. Il était aussi un panéliste, pas le modérateur, mais je crois que pour une fois que quelqu'un décide comme ça de façon très spontanée, il mérite encore une fois les applaudissements particuliers. Merci le panel. Je crois que je ne vais pas vous tenir pendant longtemps. Les microphones sont là. Les microphones sont là. Vous avez besoin d'une table, probablement. On va faire ça comme ça. Et puis, je vous en prie, le panel, votre public. À tout de suite. Alors, bon après-midi à tout le monde. Très heureux d'être là aujourd'hui. Bon après-midi aux panélistes qui sont là. Je suis Boris Landry Kwekam. Je suis UNESCO Award winner, directeur exécutif de la Cameroon AI Policy Institute, aussi appelé Intelligence Artificielle Cameroun en français. Et je tiens sincèrement à féliciter d'abord les organisateurs pour cette conférence, parce que nous avons besoin de ce genre d'initiative. Parce que si nous avons pour ambition de mettre le Cameroun sur la carte globale de l'IA, il est important qu'on puisse montrer que nous avons du savoir-faire, que nous avons de la ressource humaine compétente, que nous avons des projets en intelligence artificielle, et généralement, c'est ce genre d'événement qui ici a ce genre d'objectifs. Donc, je vous demande, mesdames, messieurs, d'être très indulgents, parce que je ne m'attendais absolument pas à modérer ce panel. Je vais peut-être en même temps être modérateur, mais aussi être intervenant, en fonction de la qualité de nos discussions. Et je pense que le thème qui m'a été demandé, je pensais que ça avait changé à la dernière minute, mais apparemment c'est le même thème, qui est, permettez-moi de retrouver cela rapidement, vision panafricaine, comment les leaders peuvent collaborer au-delà de nos frontières. Et donc,
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de panélistes que je vais courir le risque de présenter. Et si, par inadvertance, j'écorche une information, ils auront le temps de rectifier. Donc, nous avons Dr Bernard Ntsa, c'est bien vous. He is a senior manager at Clinton Health Access Initiative, specialist in infectious diseases, digital health informatics, and health systems strengthening. Is that it? Very much happy to have you around today. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? And we have Mr. Jack Eone, entrepreneur and CEO of SPAT Robotics, championing African-made robotics, drones, and security solutions. Welcome. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Et j'aurais dû commencer par la dame, rassurez-vous, je m'excuse pour cela. Last but not least, elle m'a permis de rattraper cela en tant que modérateur intérimaire. Professor Nou El Houda Chaoui, I hope I'm pronouncing it right. You are the Director of Digitalization of the Digitalization Pole at IBN, Tofa University. You are as well an AI researcher in data science and cloud and distributed computing. Very much happy to have you around. D'accord, donc je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. We are going to look at the concrete barriers holding back Africa's technological and intellectual autonomy. And then, Dr. Ntsa, I think I'm going to turn to you and ask you the very first question. You work at the intersection of public health and digital transformation. And then, from your perspective, in digital health systems, what is, in Cameroon or beyond, critical domain where AI integration is essential today? Thank you, moderator, for giving me the floor. I'll start by presenting the context. We've since morning, we've been talking about infrastructural barriers and so on. In the health sector, we face particular challenges, which is workforce shortage, and AI comes in as an opportunity to present access to healthcare in a way that can be affordable. We learned from a previous panelist that they are developing solutions such as telemedicine, because the hospital application is really a telemedicine application, and it has given opportunities for people who can readily have access to healthcare even at their bedside. So things like workforce shortage can be assisted by AI. I'll give a specific example apart from the telemedicine one. In the area of disease diagnostics, where we need to have accurate diagnosis. For instance, you can have a nurse who finds themselves somewhere in Ngalemeduka, and she happens to have access to a smartphone and maybe some internet connectivity. But perhaps she can afford digital, what they call computer-aided detection AI X-ray. So they are quite not too expensive. At times you can get one for like $2,000 to kind of conduct X-rays at the rural settings. And even if she was not trained, the nurse, to interpret X-rays, she can be able to screen patients for TB. And we've seen other examples even in a country like South Africa where they applied this. And they were able to, out of 6,500 patients that they saw, they screened cases that they could not detect for like 200 cases, which otherwise wouldn't have been detected by putting this approach in place. I'm just giving just one example. Other areas include disease surveillance. I work with the government. Well, part of my job is supporting the government deploy robust surveillance systems. And we have access to data for public health, which is data for malaria, TB, HIV, and what have you. And what we're trying to do is trying to build systems that, how do we make use of these large volumes of data
I asked the chief of informatics or the ministry the other day, can you tell me how many tera of data do you have? He could not tell. There's a lot of it. And the data is based, unfortunately, out of Cameroon. But how do you make public health practitioners use this data in an intelligent way? I think the way forward is to put in place AI that can crunch this data and generate maybe easy reports to a public health officials to take decisions. For instance, I know my colleagues at the ministry have briefing meetings with the minister. I could just, with a click, get some information maybe on malaria to present to the minister. So those are the kind of things that we've seen being used elsewhere that we can apply in our context in ways that make sense. And I could go on the different areas, supply chain and so on, but I will stop here. Okay, thank you for stopping there. So, donc, docteur, non, PDG, vous êtes PDG de Spart Robotics. Donc, ici, la question que je lui ai posée, c'était forcément en lien avec la médecine et comment est-ce que l'IA pourrait aider à la télémédecine et tout ce qui va avec. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà dans certains pays où on fait usage des robots pour faire des consultations. Je pense que le panel précédent l'a mentionné. Dans notre contexte camerounais, Ngomendunga, Yokadouma, je ne sais pas trop quoi, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez déployer ce genre de solution pour être capable d'adresser ce genre de soucis? Quels sont les principaux freins? Électricité, données, réglementation. Qu'est-ce qui ralentit l'adoption de la robotique au Cameroun? Merci beaucoup de me passer la parole. Je tiens, avant de répondre à votre question, à remercier les organisateurs de cet événement. Nous avons besoin de plus d'événements pareils. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous. Je suis effectivement dirigeant d'une entreprise qui s'est spécialisée dans le domaine de la robotique, qui s'appelle Spart Robotics, et promoteur de plusieurs événements, notamment des Olympiades nationales de robotique et d'intelligence artificielle. Je sais que justement, on a quelques points en commun parce que vous êtes également promoteur d'événements. Voilà. Donc, je voudrais répondre à votre question en la prenant par un autre bout, notamment celui de l'historicité en matière de culture même technologique. Parce qu'il faut bien le dire, aujourd'hui, l'Afrique en général, ou le Cameroun en particulier, puisqu'on est au Cameroun, est un peu en retard parce qu'il n'y a pas d'histoire en matière de technologie, de la robotique. Je prendrai pour illustrer mon propos des exemples comme le Japon, où la perception qu'on fait des robots, par exemple, qu'on a des robots, par exemple, au Japon, est bien différente de celle qu'on a en Occident, notamment en Europe, et forcément en Afrique, puisqu'on a hérité également de leurs biais en matière de peur, parce qu'il y a du robot. Au Japon, par exemple, du point de vue même de la religion, les objets inanimés, où les robots peuvent être considérés comme disons, des objets positifs, c'est-à-dire on peut avoir un esprit dans une bouteille, on fréquente cet esprit, on croit qu'il y a peut-être des possibilités de réincarnation, alors que les idées que nous on a de la robotique en Europe et même en Afrique, c'est on pense surtout à Frankenstein, c'est-à-dire on pense à une bête qui va, ou à un instrument robotique qui va prendre le pouvoir un peu plus tard. C'est en fait ça qui pose déjà fondamentalement un problème en fait de perception en matière de robots. Du coup, le développement de la robotique en Afrique et au Cameroun en particulier part d'abord de là. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes familiarisés à ce que le robot puisse être proche de nous? Est-ce qu'on ne pense pas que voilà, le robot va prendre notre travail un peu plus tard, etc. Donc c'est d'abord une première chose. Et après, vous ajoutez à cela des problèmes comme les problèmes en termes de fisc, parce qu'il faut le dire, la robotique, on parle de d'IA, c'est le software, la robotique c'est du hardware. Moi qui travaille souvent sur des drones, on fait aussi dans la fourniture et la maintenance. Vous travaillez sur un drone par exemple qui coûte, moi j'ai eu à travailler sur un drone d'une entreprise que je ne vais pas citer, qui a craché, le drone coûtait 50 millions. Par exemple, ils ont acheté le drone à 50 millions. Ou si vous avez fait une maintenance, une petite goutte de sueur, si tu paniques, te grilles le truc et tu te rends compte que tu es en train de faire des dépenses. Donc, vous avez des équipements à faire venir, mais quand vous avez des problèmes de douane, par exemple, il faut aussi voir, parce que pour développer la robotique, il faut bien avoir l'infrastructure. Il faut pouvoir importer des pièces et pouvoir les faire entrer dans le pays. Mais si vous achetez une machine qui va vous coûter un coût douanier 2 fois plus, ou enfin, le prix même de l'objet en question, ça vous pose quand même des freins fondamentaux. Donc ça, c'est un autre problème, par exemple. Et l'autre chose que je voudrais citer également, c'est qu'il faudrait qu'il
ça c'est une solution que je proposerais, c'est qu'on introduise tout ce qui est robotique et IA dans le patrimoine culturel, au même titre que nos événements qu'on a, notamment Ngondo, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité, parce que puisqu'on est en retard, on sait déjà qu'on est en retard, il faudrait absolument prendre le taureau par les cornes et introduire même l'intelligence artificielle comme patrimoine national. Moi, je me dis qu'il faudrait peut-être que les promoteurs, comme vous et moi et les promoteurs de cet événement, puissent aller avec le ministère de la Culture et dire comment est-ce qu'on peut fondamentalement ancrer l'intelligence artificielle comme patrimoine national. Exactement. Pour que les générations qui viennent après puissent être prêtes. Ça, c'est par exemple des propositions on pourrait faire ensemble. Je vais d'abord m'arrêter là et je pourrais développer un peu plus tard. Je vais courir le risque, oui, merci de le faire. Je vais courir le risque de vous poser une question très rapide. Est-ce que le smartphone est un robot? Est-ce que le smartphone est un robot? C'est une machine. Est-ce que c'est un robot? Je ne considère pas le smartphone comme un robot à titre personnel, je peux me tromper, mais je ne considère pas comme un robot. Parce que de mon point de vue, le robot, au-delà en fait le robot comme on le perçoit aujourd'hui, au-delà de l'aspect automatisme, doit être quelque chose qui vient également pouvoir... On dit souvent ceci, le robot, c'est un objet qui peut s'adapter dans un environnement changeant. Est-ce que quand vous posez votre téléphone, il peut s'adapter? Un robot, quand il détecte un obstacle, il est capable de bouger, d'avancer et de changer. Mais si je pose mon téléphone, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Ça, c'est ma définition à moi, mais merci après, beaucoup. Peut-être ça peut... Merci, super. Alors, professeur, merci encore d'être là. Vous dirigez la digitalisation dans votre université. Alors, quels sont les principaux obstacles institutionnels en termes de programme, financement, partenariat que les universités rencontrent lorsqu'elles cherchent à prendre en main leur avenir numérique? D'accord, donc merci. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Madame Tchoumi de m'avoir invité à prendre part à ces prestigieux événements que je juge très très importants. Et donc, je remercie également les organisateurs. Je suis ravie et très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, en tant que directrice du pôle digitalisation à l'université Ibn Tufayl de Kenitra, mais aussi en tant que professeur qui a quand même enseigné dans 3 universités au Maroc, le Sud, c'est-à-dire l'université d'Agadir, l'université de Fès ainsi que l'université de Kenitra, et que j'ai eu l'occasion de gérer pas mal de projets, je peux facilement vous dire que les obstacles, je constate plusieurs obstacles, je peux vous dire que c'est chaque jour il y a des obstacles, mais ce que je retiens de plus, c'est le premier obstacle qui concerne la vision. Aujourd'hui, on est dans un panel qui concerne la vision panafricaine, mais là, je peux vous dire que le premier obstacle, c'est avoir déjà une vision claire. Lorsque je dis vision claire, ça n'a rien à voir avec la stratégie. Avoir une vision d'abord, ensuite passer aux stratégies, parce qu'on peut élaborer des stratégies, on peut faire des actions, on peut travailler sur des projets, mais s'il n'y a pas une vision qui est très claire, parce que là, lorsque je dis vision, c'est-à-dire on sait où est-ce qu'on va, on sait quels sont les problèmes qu'on veut résoudre, on sait les challenges qui nous attendent. À partir de là, on peut établir effectivement des stratégies, on peut établir des plans d'action. Déjà, ça, c'est le premier challenge. Parfois, ça paraît simple, clair, mais dans la réalité des choses, c'est un peu délicat parce que parfois on est dans un désordre total. Il y a plusieurs projets qui sont lancés, il y a plusieurs stratégies, mais après il y a un deuxième volet qui vient juste après ça, c'est l'organisation, la structuration du digital. Quel est le rôle du digital dans l'organisation? Et là je parle du public, dans l'université, dans toutes les organisations, quelle est sa place? Est-ce qu'il y a une structuration? Est-ce qu'il y a un organigramme? Au niveau de l'université marocaine, en fait, effectivement, l'université il n'avait pas d'organigramme jusqu'à 2020, 2019, 2020, parce qu'avant on avait un organigramme fonctionnel. Maintenant, au niveau de l'université, nous avons un organigramme qui permet au pôle digital d'être à part égale avec les autres pôles, les vice-présidents, les 2 vice-présidents avec le secrétariat général. Mais ça n'empêche, par rapport à la structuration, je dis toujours qu'il y a, et là les informaticiens ils vont comprendre ça, parce que toujours on est amené à avoir des interconnexions avec les autres pôles. Et donc ça génère des incidents. Et donc ça, c'est des challenges qu'on est en train, que je soulève tous les jours, parce qu'à chaque fois, il y a des contraintes, même par rapport à la communication avec les autres pôles. Parce que lorsqu'on parle digitalisation ou bien élaborer des stratégies par rapport à l'utilisation de l'IA, toujours il y a ce côté de mindset
qu'il faut peut-être, il faut quand même un travail sur ça. Donc là, les gens, jusqu'à maintenant, peut-être, ils entendent parler de l'IA, ils entendent parler de digitalisation, mais est-ce que c'est un effet de mode? Mais ils n'arrivent pas, je pense que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre quel est le rôle exact de l'IA. Et c'est quoi son rôle? Est-ce que c'est pour résoudre des problèmes ou bien c'est juste pour utiliser l'IA, pour dire qu'on est comme tout le monde? Parce que là, l'IA, c'est pour résoudre des solutions concrètes. Et donc là, c'est un deuxième point. Troisième point, je le constate aussi, c'est la discontinuité des réformes. Parce que, et là, je parle de l'université, l'enseignement supérieur, même dans les autres secteurs, il y a un gouvernement, il y a des mandats, et parfois, après 4 ans de mandat, il y a des changements de stratégie, des changements carrément de projet. Et donc, c'est des challenges. Parce qu'on commence un projet, peut-être un changement de ministre, et là, tout change. Et ça, pour moi, c'est des contraintes. Alors maintenant, je vais aborder les autres contraintes, peut-être techniques, la connectivité. Moi, je pense que c'est des problèmes qui sont normaux, parce que c'est la technologie. Donc, la connectivité, nous, on a un campus connecté, on a l'Internet, mais on est toujours confronté à des problèmes techniques, un problème de connectivité. Chaque jour, il y a un appel, voilà madame, il n'y a pas de connexion dans tel ou tel établissement. Pour moi, c'est normal, c'est des choses, et ça, on peut le retrouver partout dans le monde. Donc, la connectivité, l'infrastructure, là, tout ce qui est infrastructure, technologie, connectivité, formation des ressources, c'est-à-dire les ressources humaines, matérielles, pour moi, ça, c'est juste des actions. Parce qu'une fois, on a la vision, on a la stratégie, on décline ça en action, en projet, et on peut à ce moment-là allouer les moyens, que ce soit des ressources humaines, matérielles. Donc là, il faut quand même avoir, je peux dire qu'il faut avoir des choses un peu plus ou moins claires. Alors maintenant, si je reviens vers le curricula, effectivement, je vois qu'il y a quand même un certain retard par rapport à ce qu'on dispense au niveau de l'université, par rapport à ce qui est dans le marché de travail. C'est vrai, par exemple, au Maroc, il y a carrément une transformation, il y a une réforme pour tout ce qui concerne la formation, avec bien sûr la mise en place de formations nouvelle génération, des masters spécialisés nouvelle génération, mais toujours il y a quand même, il faut revoir quand même la formation, parce que on se retrouve carrément avec des formations qui manquent à peu près parce qu'une formation où il y a l'IA, c'est bien, mais peut-être il faut ajouter d'autres compétences. Il n'y a pas que l'IA qu'il faut intégrer dans la formation. Peut-être ajouter même des formations comme des soft skills, des formations en interdisciplinaire, c'est-à-dire intégrer l'interdisciplinarité au niveau de la formation. Parce que maintenant, l'étudiant de demain ou le chercheur de demain, il doit avoir non seulement des compétences en IA, mais en même temps, il doit avoir d'autres compétences en parallèle. Et donc là, il faut quand même travailler sur ça. Alors, bien sûr, par rapport à la recherche scientifique, ça, c'est un point qui est très, très important, puisque c'est notre problème, nous, au niveau du continent africain, c'est qu'on fait de la recherche, oui, certes, mais on ne le fait pas sur des thématiques ciblées, sur nos problématiques réelles, sur nos besoins réels. Et donc, il faut aller vers des recherches qui sont appliquées. Alors, au niveau du Maroc, effectivement, il y a des projets, des appels à projets, que ce soit lancés par le ministère ou bien le Centre national de recherche. Il y a des fonds qui sont colossaux, des budgets carrément, mais quand même, il y a un autre challenge en parallèle, c'est comment dépenser ce budget. Et donc, il y a quand même le côté, je ne sais pas si peut-être on partage les mêmes choses, c'est que c'est vrai, il y a le budget, mais il faut le dépenser. Et le temps de dépense, il est très court. Et donc, on est dans la précipitation, ce qui ramène à des projets qui ne sont pas vraiment matures. Sinon, parce que toujours, il y a le souci des dépenses. Et donc là, c'est des obstacles. Et qu'on essaie tout le temps, c'est carrément pour concrétiser un projet, c'est la course. Comme ça va nous permettre quand même au moins de dépenser le maximum et en même temps concrétiser le maximum des projets. Alors, donc ça, c'est par rapport au financement. Aussi par rapport à la collaboration. La collaboration, certes, il est importante. Tout ce qui est partenariat, c'est bien. Mais à mon avis, je dis que ce n'est pas le nombre de partenariats qui compte, ce n'est pas le nombre de collaborations qui compte. Il faut viser, cibler des partenariats avec des actions qui sont concrètes.
Ça, ce qui est important. C'est-à-dire on doit être dans le win-win, mais en même temps sur des actions qui sont bien ciblées, bien concrètes, qui répondent à nos besoins. Et ça, c'est important, c'est très important. Au niveau Maroc, surtout au niveau IA, tout ce qui est digital, nous avons des partenariats avec le monde socio-économique, mais en même temps avec les opérateurs du tech, à savoir Oracle, Huawei, Fortinet, Cisco. Mais on est toujours, c'est vrai, ces partenariats nous ont permis d'avoir des formations, des certificats aussi, carrément gratuites pour les étudiants. C'est bien, mais on n'est pas dans le stratège, on est dans l'exécution, parce que c'est eux qui nous donnent des certificats, mais c'est-à-dire on dépend de ce qu'ils peuvent nous offrir, mais on n'est pas vraiment dans une négociation entre les deux. Et donc je peux dire que peut-être il faut renforcer tout ce qui est partenariat, mais avec des actions qui sont concrètes, mais en même temps dans le win-win, dans les deux sens. Win-win partnership. Merci. Donc, je retiens de son intervention que... Vous pouvez voir votre bouteille d'eau, rassurez-vous. Je retiens de son intervention que il y a de l'argent, mais parfois il faut dépenser cet argent. Vous avez beaucoup de chance au Maroc. Parce qu'on est limité par le temps. Justement, vous avez beaucoup de chance au Maroc, mais il faudrait peut-être, je vais courir le risque de dire quelque chose avant qu'on ne continue. It is vital to have to understand that in our context, African leaders are quite versed with some other challenges. Dans notre contexte, les leaders ont des problèmes de réfugiés, par exemple, parce que j'étais à l'est du Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de l'eau à boire dans les camps de réfugiés. Les leaders ont des problèmes de sécurisation, de paix. Vous savez, il y a les conflits, par exemple, je prends le cas du Cameroun, au nord, à l'ouest, et au sud-ouest et tout ce qui va avec. Mais il faudrait comprendre qu'il est difficile aujourd'hui, parce que vous parlez financement dans votre contexte, mais il est difficile aujourd'hui au Cameroun, par exemple, de pousser un gouvernant à accepter qu'il doit financer la recherche autour de l'intelligence artificielle. Et parfois, dans notre contexte, il est difficile de what they call agenda setting, de pousser un gouvernant à comprendre que les ordinateurs qui sont dans nos lycées, qui sont dans nos universités, les PB, vous vous rappelez des PB, à quoi est-ce qu'un PB va aider? Bon, sortons de ce contexte politique-là. Donc, il est difficile. C'est pourquoi ce genre de discussion est important, parce que ça nous permet de pousser le politique à comprendre l'importance. Et c'est pour ça que je vais vous dire que dans le cadre de la thématique générale, on parle de comment est-ce qu'on pourrait pousser une collaboration sous-régionale, régionale en termes d'adoption de l'intelligence artificielle. Et j'aimerais dire sensiblement qu'il est important vraiment que les actions soient communes. Pourquoi? Parce que il y a cela un an, nous étions à Riyad, en Arabie Saoudite, pour une conférence appelée par ISESCO, ils se sont mis ensemble pour se dire comment est-ce qu'on doit préparer les États musulmans à la réception de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que les États musulmans, les États islamiques, bon, États musulmans, c'est mieux de le dire comme ça, vont préparer leur nation à l'adoption, leur population à l'adoption de l'intelligence artificielle. Et là, on parlait beaucoup plus de tropicalisation de l'intelligence artificielle. Et donc, s'il faut tropicaliser l'intelligence artificielle, il faut que ces porteurs de projets aient effectivement des financements pour être capables de tropicaliser ces projets. Et on espère qu'un jour, le financement du Maroc pourrait être réalité au Cameroun. Donc, du coup, je vais donc passer la parole à Dr. Nsa pour dire why is AI integration critical for strengthening healthcare delivery in countries like Cameroon, given the contextual realities that we have? Thank you for that wonderful question. That is quite a broad question and very interesting. I'll align with you with enabling environment. In most settings, if the enabling environment is not quite all right, by this I mean political will. Definitely. Should be there and should be able to buy in, promote, support any initiative. So I think I wanted to state it earlier on, but I think it's one of the things that
may be a direct threat to our ambition of adopting, scaling up AI. In the health sector, to start with, there is lots of data that is underused. The data, even though can be of poor quality, it is there, but not used. So integrating AI into existing systems, I would like to say we can prioritize things like disease surveillance and outbreak response, because if we don't detect some disease early on, we run the risk of having deaths in community. I'll take the example of COVID-19. When COVID-19 became a problem, we used to collect lots of data from the community, but the data will take time even to reach. But if we had alerts from communities and ability to crunch even community data, we could be able to intervene on time on areas where we have seen a surge in cases. In our situation that is not COVID, if you take something even like malaria, at times we learn that there's been an outbreak. It's what people don't know. There can be an outbreak of malaria and increased death. If we are able to detect this on time, we are able to act immediately to know that a certain community is facing increased deaths or increased sickness or morbidity due to malaria. So I think it is critical at this point that we don't end. It's true that government officials were here, but I would say we should push this initiative and promotion to the highest level in the country, both in terms of promoting digitalization, not just AI, but as well as accompanying where AI is needed as a solution. I am happy with how Daniel presented earlier on. Definitely. That we need to look at solution-oriented AI. We have to be solving problems that exist, not trying to bring solutions that we are not sure whether or not they're applicable. And that is one of the challenges that have led to resistance from solutions that have been imported that have not tailored to solving our local realities. So yeah, integration, I think that is why we need to start figuring. And there's a lot of experiences in Africa that we can leverage, right? There's a lot of experiences in Africa, and I'll finish by saying this. We should think of AI algorithms. There are already many of those algorithms out there that we can leverage. But how do we make sure that the data that we push to the AI is contextualized to help the machines learn our local reality in line with whether it's a religious affiliation, whether it's cultural affiliation? The AI should be able to tell, for instance, that in the context of Cameroon, in this region, these people have these certain behaviors, and for instance, you may not be able to give this type of treatment to that person, right? So AI integration, I think, is an opportunity, and we need to focus on solving local problems that we come across. Merci beaucoup. L'intégration de l'IA dans la médecine, une solution, mais j'aimerais déjà partager avec vous qu'il y a certains porteurs de projets qui ont eu la maladresse de se rendre dans des hôpitaux de référence et tout ce qui va avec pour demander l'imagerie médicale, par exemple de patients souffrant de cancer de sein. Et ils ont tout simplement été repoussés et ils ont entraîné leur modèle avec de la data qui sort complètement d'ailleurs. Et ils se battent tant bien que mal à faire de telle sorte que ces applications, ces outils soient utilisés par des populations locales. Mais on sait très bien qu'entraîner avec de la donnée d'ailleurs, ça peut parfois ne pas être aussi efficace. Et il est arrivé aussi de vouloir construire une solution. On avait été sollicité par une organisation étatique pour mettre sur pied une solution d'intelligence artificielle. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que, ils ne fournissent pas de la donnée. Parce que la donnée, la transparence et tout ce qui va avec, c'est très sensible, la souveraineté de la donnée et tout ce qui va avec. Et nous avons aussi eu la malchance que dans ces administrations-là, on nous avait bien fait comprendre que vous pouvez prendre la donnée disponible publiquement
à travers le web scrapping et tout ce qui va avec. Mais on s'est rendu compte de très vite on risquait être, se retrouver entre guillemets en prison ou avoir une plainte sur le dos, tout simplement parce qu'on dit qu'au Cameroun, il est interdit de faire du web scrapping. Donc du coup, on parle d'intégration des solutions d'IA, de mise sur pied des solutions d'IA, mais on sait que le contexte est souvent très différent. Ça, c'est une perspective intéressante. Let me continue in English. Feel free. So reflex. For my organization, one of the things we do is work with the government. And believe you me, it's not always easy to approach, to work with the government. But the return, if you persevere, is always better. So the challenge you've had to access, for instance, a hospital is because probably you went directly to the hospital. But if you went through the Ministry of Health, for instance, who is the authority of all public and private facilities in Cameroon, they will give you access to those facilities. And although it's painstaking, because, for instance, someone will tell you, ça prend du temps. Yes, well, let's organize, first of all, a workshop so that you Exactly. tell us what you're doing, begin you spend. So most organizations don't have the means or do not factor that in their project, would definitely want to look for shortcuts. But I can tell you since 2022, we've deployed 6 different large-scale applications in the country in support of the Ministry of Health. And it is not the easiest thing to do. It's meetings upon meetings, but we've been able to understand and navigate certain issues. And the tendency is that at the end of the day, your application is going to be used at scale by even the facilities, because at the end of the day, the minister is going to say, this is the application that I approve of, and that it is based on the processes that I understand. So I'll encourage startups that when you're doing your budgeting, factor in the regulators. Budgeting on which money? Consider in any startup, I think there's always a marketing budget. If you don't have so much marketing budget, then it's unfortunate. But you can factor it on that marketing budget. That part of you wanting your product to be scale, have a strong buy-in, is factor in government regulators from the beginning. And at times, it's negotiation, not necessarily about money. It's just making the person to understand the value proposition and the value added for that product that is going to impact the system. They can accompany you. Donc ça, c'est pousser le gouvernement à s'intéresser à son projet. Peut-être il va falloir pousser le gouvernement à s'intéresser, par exemple, au fait que si on parle, par exemple, d'une solution d'intelligence artificielle qui pourrait aider à gagner les élections, peut-être dans ce sens-là, les gouvernants vont plus très rapidement s'intéresser. Donc, je vais rapidement poser cette question à l'expert industriel que nous avons ici. Les cybermenaces n'ont pas de frontières. Quel cadre consortium panafricain en cybersécurité pourrions-nous construire dès aujourd'hui? Je prends la question ou ça va? D'accord. Bon, je vais essayer de répondre. C'est vrai que la cybersécurité, c'est pas forcément mon domaine, mais je vais y aller de façon superficielle, donner au moins, savoir déjà que avec l'IA aujourd'hui, savoir déjà qu'il y aura toujours en fait des menaces. Il y aura toujours des menaces en matière de cybersécurité. Et aujourd'hui, encore plus avec l'IA. Je pense que nous tous ici, nos cerveaux sont hackés d'une manière ou d'une autre, hein, au vu de ce qu'on appelle dans le domaine médiatique les fake news. Je pense qu'en hacking, même si on se brosse un peu dessus, il y a une méthode en hacking qu'on appelle de man in the middle. Que tu as une information, il y a quelqu'un au milieu qui te transforme cette information et te l'envoie. C'est en fait ça que nos cerveaux consomment au quotidien. Donc il y aura toujours encore plus de cyberattaques de nos jours. Maintenant, ce qu'il faut faire de mon point de vue, c'est vraiment mettre un cadre panafricain transparent. Moi, j'ai vu un modèle, par exemple, en Europe. Ils ont ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle ECCP, je crois que c'est la European Cluster Collaboration Platform, qui est une sorte de plateforme qui unit les pays européens avec des financements à la base et qui permet à ces pays de développer des projets financés et qui sont exclusifs à l'Europe. Donc une plateforme comme ça, comme nous mettrions en Afrique, et elle est vraiment hermétique
à tout ce qui n'est pas Europe. Moi, j'ai essayé d'avoir des communications avec eux. Et on m'a bien fait comprendre que je ne suis pas européen. D'ailleurs, donc on m'a bien fait comprendre que je ne suis pas européen. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette des plateformes comme ça et appliquer également la réciprocité. Parce que il y a des domaines qui sont de la souveraineté panafricaine ou africaine, entre guillemets. Ça veut dire que toutes les recherches que nous faisons, les conférences comme celle-ci que nous avons, et ça me demande, je le dis comme ça parce que moi également je suis promoteur d'événements, je sais ce que c'est que trouver un financement ou des sponsors. Et je me demande, une plateforme comme ça, par exemple, pour celle qui est en Europe, ils organisent des événements comme ça chaque jour et c'est financé. C'est financé par l'Union européenne et c'est pourquoi ils nous dépassent. Est-ce qu'il y a une plateforme qui permet aujourd'hui en Afrique d'avoir des discussions comme celle-ci et qui est financée en aval? Moi, je ne pense pas. Donc ça, c'est par exemple ce que je proposerais pour résoudre ce problème. Créer une plateforme africaine, panafricaine, entre guillemets, qui permet en fait d'avoir une sorte d'événement et de la mobilité entre les pays africains. Ça permet qu'un prochain événement comme celui-ci se tienne en Côte d'Ivoire et on échange également avec des experts ivoiriens, on échange avec des experts marocains. Je suis content de voir que le professeur est là pour également initier cette... Il y a des financements. Voilà, justement pour initier ce type d'échange. Mais c'est la base de la souveraineté africaine parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Ça existe déjà en Europe, vous pouvez faire des recherches dessus. European Cluster Collaboration Platform, hermétique à tout ce qui n'est pas européen, nous devons faire la même chose. D'accord. C'est un appel comme ça lancé à l'endroit de la promotrice de cet événement qui saura peut-être prendre le lead dans ce sens-là. Donc, professeur, est-il possible de définir un cadre éthique commun pour le développement de l'IA en Afrique? Quels principes devraient les guider? Merci pour cette question très pertinente. Alors, effectivement, je peux vous dire oui, c'est possible. Mais c'est vrai, c'est un peu délicat. Ça va prendre du temps, mais quand même, c'est possible. À condition, bien sûr, d'avoir l'engagement du leadership, des politiciens, des responsables à tous les niveaux. Et bien sûr, on pourra le faire. Alors, bien sûr, pour le faire, ça nécessite aussi autre chose. On ne veut pas un cadre qui est une simple copie des standards internationaux, mais ça doit émaner de notre environnement, de notre culture, de notre contexte. Ça doit répondre à nos besoins nous-mêmes. Et donc déjà, ça, c'est important. Ça doit être fait, co-construit avec tous les partenaires, que ce soit les universités, les entreprises, les organisations publiques ou privées. Donc déjà, ça c'est important. Donc ça doit se faire dans la collaboration. Mais aussi, ça doit prendre en considération en fait notre environnement parce que ça c'est important. Et comme vous le savez, l'IA il évolue très vite et donc ça doit aussi être un cadre qui est évolutif dans le temps. Donc ça, c'est des points que je peux dire qui sont importants pour qu'on puisse parler d'un cadre commun. Déjà au Maroc, il y a un travail qui est en train de se faire. Déjà, il y a la stratégie IA 2030, mais en même temps, il y a un travail pour tout ce qui est éthique. C'est vrai, c'est pas un travail qui est facile, qui est en train de se faire. Et donc, déjà, le généraliser à tout, c'est-à-dire travailler sur un cadre qui est général, qui concerne toute l'Afrique, je peux dire que c'est possible. Il suffit d'avoir la motivation et la volonté pour le faire. Merci. Donc, j'espère que les applaudissements, c'est pour vraiment féliciter et non on nous dit qu'on doit déjà partir. D'accord. Donc, je pense qu'il nous reste sensiblement 15 minutes, je pense bien, 10 minutes par là, c'est cela? 10 minutes 15 minutes. Ah, d'accord, nous avons encore assez de temps. Donc, nous allons donc aller vers cette partie qui est aussi tout aussi importante. Comment est-ce que nous devons accélérer la vision panafricaine de l'IA? Déjà, je vais vous poser la question. Quels sont les événements en termes d'IA autres que ceux-ci que vous connaissez? Et pourquoi est-ce que c'est important d'organiser ce genre d'événements? Pourquoi est-ce que c'est important de mobiliser les acteurs autour d'événements? Donc, je connais quelques événements, je n'avais pas la prétention d'en connaître beaucoup. Et ceux que je ne connais pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aussi pertinents. Déjà, je connais celui-ci d'ailleurs. La première édition, on doit féliciter la promotrice. Je connais évidemment le vôtre également. J'ai suivi très bien ce qui s'est passé du côté de Yaoundé.
Je crois que c'est la journée camerounaise pour l'intelligence artificielle. Je n'ai pas eu l'honneur d'être invité. J'espère que ce sera le cas la prochaine fois. Et j'ai également mon événement qui est les Olympiades nationales de robotique et d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on évoque également des questions d'intelligence artificielle pour l'événement qui a eu il y a quelques jours dans l'Innovation Festival. Je n'y étais pas. Et il y en a d'autres que je n'ai pas en tête tout de suite, mais il y a de brillants événements. Moi, mon problème, c'est ceci. C'est justement ce que j'évoquais avant, c'est où nous avons une pluralité d'événements, mais il n'y a pas une plateforme autour de ces événements. On a parfois également avoir des discussions ensemble et se dire que voilà, moi j'ai des problèmes à tel niveau, l'autre a des problèmes à tel niveau, comment est-ce que nous faisons pour résoudre ce point? Parce que tous ces événements sont importants. Je suis content de voir que la salle, il y a du monde, ça veut dire que l'intelligence artificielle intéresse un bon monde. Et voilà, donc il y a déjà ces collaborations qu'il faut faire entre fédérer les énergies en interne ici et puis voir maintenant comment collaborer avec d'autres pays. Moi j'ai été contacté par exemple pour répliquer mon événement dans la sous-région avec des pays comme le Gabon qui ont été intéressés, etc. Donc pourquoi pas faire des synergies ensemble et voir comment mutualiser pour que l'écosystème grandisse. Donc ça c'est une proposition. Et je reviens sur ce que j'ai proposé avant, c'est une plateforme panafricaine inclusive pour ce type d'événement. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Doctor, let me just turn to you right now. From a health informatics standpoint, what's one scalable pilot or regional collaboration you suggest to embed AI into public health more effectively? Do you think about any event that you think can federate actors of the medical field into trying to adopt AI solutions? Yeah, there are a couple of them, but I'll be biased. My answer is going to be very biased because there are too many disease areas and too many public health priorities and challenges that you pick anyone. For Cameroon, for instance, we have 3 big killers. Infectious disease. You have TB, malaria, HIV, the trios. Then you have non-communicable diseases that are also bigger killers, like cardiovascular incidents. They are also bigger killers. So in any one of those domains, you have solutions that we can deploy. Take, for instance, I'm not sure whether Cardiopath is around. They used to have a solution that I think one of good innovations, and that would generate ECG in the tablet, and that is good data that could have been used, even integrate AI to help even practitioners that do not have time to interpret. I don't know whether there are doctors in the hall, if you have ever tried to interpret an ECG, that shows like lines, it's very difficult to tell you, but AI can give you that in 5 seconds and you have like very accurate diagnosis of what is happening. So, but a solution that comes in mind is a TB for the TB program, where we are in 8 countries. It has been piloted with very great success. Like it's a federated learning network, whereby TB X-rays are positions in, like, maybe we'll take Central Africa. For instance, if we want to scale something that's been done in those 8 countries, we take Central Africa, and then we have like pilot sites in those Central African countries. Then data from X-ray that is anonymized, they are not sharing patient data, sensitive information, but just the results, the report of the X-ray, and it's shared through localized AI systems that can crunch and learn from the data. And then there's a central coordination unit that can then take that data, so that the data that is the learnings that I've gotten from those serialized machines can go back to help healthcare workers diagnose TB accurately. And it has been shown that the sensitivity, which is the degree of showing that something is positive, that somebody has a condition, is very high, above 90. The sensitivity to the specificity too is also very good. The degree that a system shows that something is negative, that a disease is not found in an individual. Those things are things that I think we can learn from other country experiences, and in our sub-region, develop pilots. Of course, I will go back now to the issue of financing. I would not want to close this session without saying that
there's more of a message of encouragement that there are a lot of financings. Most of them are mostly from Anglo-Saxon countries, which means that the Francophone sites have a disadvantage. But opportunities with AI, that AI prompts like ChatGPT and the rest can help you nowadays. You don't even need a translator. You can download those core applications and get them interpreted in French, in your language of preference, and then write an application even with the AI. So, and I will encourage partnership, collaboration, consortiums. When we meet in events like this, it's better when you partner with somebody who has had a success story, Definitely. and then they can be your initiation into having better funding, because we cannot do anything without money. I always say this: put your mouth where your money is. We can talk and talk and talk. We don't have money, we will do nothing. So 2 messages today is government, willpower to support, and then making sure the finances are there. Otherwise, startups, beautiful projects are going to die without any way of being sustainable. Thank you. Merci beaucoup. Alors, professeur, je me tourne vers vous, principalement la dernière question que je vais vous poser. Comment motiver la prochaine génération de chercheurs africains à développer des solutions en intelligence artificielle à fort impact local et souverain? Merci pour la question. Alors, par rapport aux chercheurs, donc, je pense que la première des choses, c'est donner du sens à cette recherche qui va être effectuée par ce chercheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chercheur ou ce futur chercheur, il doit quand même être capable de comprendre les enjeux et l'objectif de cette recherche. Il faut lui montrer comment, à travers cette recherche, il va résoudre des problèmes qui sont réels, des problèmes qui vont résoudre que ce soit des problèmes qui touchent la société ou bien une recherche qui va directement résoudre une problématique qui touche le citoyen normal. Et donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il va être motivé pour travailler. Donc déjà, le valoriser aussi, parce que ça c'est important. Parce que ce chercheur, une fois il fait un travail, c'est normal, il faut le valoriser parce qu'en général, on penche vers des recherches qui sont faites à l'international. Et parfois, il y a des travaux qui sont effectués en interne et qu'on les néglige ou on les ignore. Et donc, automatiquement, cet étudiant ou bien ce doctorant, automatiquement, il ne va pas pouvoir après avancer dans ses travaux de recherche. Donc, il faut lui donner du sens, en même temps le valoriser, avoir ce sentiment de reconnaissance. Quelqu'un qui fait un travail, il faut quand même peut-être lui donner des primes, peut-être lui donner des bourses, c'est-à-dire il faut trouver le moyen pour encourager ce chercheur. Parce que ça c'est important, c'est des choses parce que parfois, et ça c'est des choses que je vis jusqu'à maintenant avec mes doctorants, c'est qu'on travaille dans des bureaux cloisonnés, on n'a pas un contact avec le monde extérieur, on fait une recherche qui n'est même pas exploitée. Et que les autres, lorsque je dis les autres, ça peut être notre pays ou bien les autres, ils ne sont même pas au courant qu'il y a un travail de recherche qui se fait. Maintenant, peut-être, l'idée, c'est que pour que ce chercheur c'est-à-dire pour qu'il soit motivé ou qu'il va vers cette recherche, il doit être capable de sentir l'impact direct sur son pays, sur son village, résoudre des problèmes qui sont réels. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il va... que peut-être qu'il va être encouragé à aller plus loin. Et donc ça, c'est des choses que je vois qui sont peut-être très simples, mais ils sont très importantes. Parce qu'un chercheur extérieur qui est à l'international, une fois il fait le travail, tout le monde le sache, tout le monde l'encourage, tout le monde l'applaudisse, mais quelqu'un de notre université, de notre laboratoire, il fait un travail, il est là, il est sous-estimé, personne ne le connaît. Et parfois même pas un doctorant, même un enseignant, même un chercheur. On a dans l'université des grands chercheurs, mais personne ne les connaît. Et donc, on n'a pas vraiment cette culture de reconnaissance, de valorisation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que l'Afrique, il englobe de jeunes. On a une jeunesse. Et ça, on peut vraiment, l'Afrique, la force de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Et donc, cette jeunesse, il faut la valoriser, il faut vraiment la motiver. Et parfois, pas forcément de l'argent. Parfois, c'est juste une reconnaissance qu'il existe, il est là. Et donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes pour nos chercheurs, nos futurs chercheurs.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention et nous allons nous livrer avec beaucoup de plaisir à la séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Alors, pas de questions. Je pensais qu'on allait dire que tout a été clair. 2 questions. 3 questions. On va commencer par le monsieur. Qui était mon voisin précédemment, donc du coup j'ai commencé par lui. Bonjour à tous, je tiens d'abord à remercier tous les organisateurs de cet événement. Depuis ce matin, on peut dire qu'on se régale. Bon, maintenant je viens directement vers les panélistes, parce qu'on parle de coopération, de leaders panafricains, donc ça nous interpelle. Je suis Ran Kumboé, je suis consultant formateur. J'ai la chance d'accompagner certains professionnels dans leur intégration et leur développement de compétences en IA. Donc ma question est celle-ci. Quelle est la place aujourd'hui de la formation, spécialement des professionnels, mais aussi des jeunes, dans l'intégration et l'usage efficient de l'IA? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, si vous arrivez à vous projeter dans 10 ans, quelle serait pour vous la place de l'IA en Afrique, en considérant que pour que l'IA soit vraiment efficiente en Afrique, il faut qu'il y ait une forte identité culturelle africaine qu'on a déjà intégrée? Merci, ce sont mes deux questions. Bon, je pense que la première question, vous pouvez la répondre, si ça ne vous dérange pas. La deuxième, et vous, la première question? D'accord. Donc, vous allez prendre la première question. Merci. Donc, par rapport à la place de la formation des enseignants, c'est ça? Comment? La formation des enseignants. Alors, je partage avec vous l'expérience au Maroc. Effectivement, parmi les projets les plus importants au niveau du pacte ESRI, c'est la réforme au niveau de l'enseignement supérieur. C'est la formation des enseignants, mais aussi des administratifs et des étudiants. Une formation au niveau du digital. Lorsque je dis digital, c'est l'IA, la robotique, l'IoT et tout ce qui concerne le digital. Et donc la formation, il a une place qui est très très importante au niveau de cette réforme. Donc, et c'est nécessaire, je peux dire que c'est important, parce que c'est la base. Alors, pas uniquement au niveau de l'enseignement supérieur, mais même au niveau de l'enseignement primaire, c'est-à-dire au niveau de l'éducation. Parce que là, nous avons 2 ministères, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation. Et donc, il y a une place qui est très, très importante au niveau des 2 ministères, c'est-à-dire former les enseignants, former les gens à l'utilisation du digital. Donc ça, c'est important. Aussi, au niveau des filières, tout à l'heure, j'ai parlé des filières de nouvelle génération, et bien sûr, au niveau de ces filières, il y avait carrément une refonte au niveau des filières, une refonte au niveau de la formation, c'est-à-dire l'intégration de ce qu'on appelle des formations en digital. Et donc, c'est des formations qui sont vraiment obligatoires, même pour les étudiants qui sont en lettres, en sciences humaines, en droit, pas forcément des scientifiques. Et donc, c'est des formations de base qui rentrent carrément dans leur cursus. Et donc, c'est ce qu'on appelle les digital skills. C'est des formations qui sont importantes. Bien évidemment, en plus de ça, il y a des formations en langue et soft skills, c'est-à-dire d'autres modules. Mais le digital, il est présent dans toutes les formations. Donc, ça rentre dans la réforme. Merci. Oui, la deuxième. J'espère que ça fonctionne. Je pense que ça marche. Merci pour votre question. Je me permets de répondre à la deuxième parce que j'ai jugé que la première était plus dans le cadre de la compétence du professeur. La deuxième, il s'agit de savoir comment se situerait après 10 ans, comment se situerait dans le cadre de l'IA. Ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas juger l'IA aujourd'hui. C'est vrai que quand je dis ça, on me dit souvent que je suis futurologue. Je suis un enthousiaste de l'IA, un peu avec un volet transhumaniste. Il faut juger l'IA sur je vais dire 50, 100 ans. Vous voyez. Et l'IA, forcément, c'est pas moi qui l'ai dit, aura une place centrale. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Poutine
Tout le monde le connaît. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, l'IA doit être absolument centrale pour ce qui est du développement de l'Afrique. Elle doit être une question dont on... C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'intégration même dans la culture, dans le patrimoine national, l'IA. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que sinon, on se laisse dépasser. On a été dépassé par plusieurs choses. Là, on doit rattraper le coup en prenant des mesures que d'autres ne prennent pas. Et ces mesures, c'est introduire l'IA dans le patrimoine national, comme le Ngondo, comme d'autres choses. Okay? Maintenant, pour moi, j'avais assisté il y a quelques temps à une conférence, je vais être très rapide, très bref, à une conférence à l'Institut français. On parlait du futur de l'emploi. Et c'est dans ce cadre que je voudrais répondre. C'est-à-dire, dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que l'emploi sera en Afrique? Et moi, j'avais posé une question qui semblait folle, parce que j'avais un peu joué le fou, je vais encore jouer le fou sur le panel. Je disais, est-ce que la vocation de l'homme est de travail? Moi, regardez, on me dit, voilà, est-ce que la vocation de l'homme est de travail? Donc, il faut se situer à un niveau où la robotique, parce que j'ai écouté un panel tout à l'heure très brillant où on disait, voilà, il faut que le médecin soit là. Mais ça, c'est un jugement sans critique, hein, c'est un jugement qui se fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous dit que dans 50, moi j'ai participé parce qu'on est partenaire avec la Global Robot Cluster, c'est le pôle mondial de robotique, où je suis allé à une conférence où je vois des robots chirurgiens. Il faut toujours un médecin, mais dites-vous que dans 50, 100 ans, il faudra peut-être plus un médecin autour. Ou s'il en faut 2 ou 3, il en faudra maintenant un. Donc, est-ce que quand ça arrivera, comment on va repenser en fait l'emploi? Comment dans 50 ans on sera? Et quelles sont les mesures que nous devons prendre? Est-ce que le rôle de l'homme va se limiter au rôle artistique? Est-ce que l'homme va être celui-là qui ne vit que n'est payé que pour être homme? Là, on va parler de transhumanisme et tout. Je pense que c'est pas la question, mais c'est pour dire on doit récupérer cette notion. On doit l'ancrer dans notre culture pour mieux la comprendre. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut prédire ce qui va arriver demain, mais c'est mieux de comprendre au moins la science et voir ce qu'on pourra en faire à l'avenir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez applaudir aussi pour cette intervention? Et je vais renchérir en disant qu'en 2023, si on avait dû à un interprète, un traducteur, qui n'allait pas être à cette conférence aujourd'hui pour traduire, il n'allait pas croire. Donc je pense que vraiment les choses vont excessivement vite. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Je veux juste partager avec vous une expérience au niveau Maroc, c'est les centres Côte 212. Donc c'est un réseau des centres Côte 212. Alors au niveau de l'université Ibn Tufayl, en fait, ce centre, l'objectif en fait, c'est de permettre aux étudiants, pas forcément les étudiants, c'est-à-dire les ingénieurs ou les scientifiques, d'avoir des compétences en intelligence artificielle, robotique, IoT. Et donc, c'est vraiment basé sur une approche, c'est pas une approche classique d'enseignement, mais c'est basé sur une approche basée sur le peer learning et le learning by doing. Donc, il y a des mentors et à travers des projets, les étudiants, des étudiants en économie, en droit, en sciences, ils arrivent au bout de quelques semaines de concrétiser un projet réel en intelligence artificielle, en robotique. Donc c'est une façon en fait de démocratiser en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est par rapport au projet qu'on a au niveau Maroc que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Autre question, dernière vague. On va prendre une seule question. On va prendre la question de la dame, s'il vous plaît. Vous allez aussi dire enfin. On vous avait oublié. Ok, enfin. Bonsoir à tous. Je suis Jomo Kanko Annick Muriel, ingénieur en sécurité informatique et cryptographie et analyste SOC. Ma question va s'orienter cybersécurité et IA. L'IA que nous voulons embraser, notamment les différentes opportunités, est, je vais dire, un couteau à double tranchant. L'IA aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité est beaucoup utilisée par les attaquants pour sophistiquer les différentes attaques auxquelles nous faisons face tous les jours. Alors, dans quelle mesure pouvons-nous établir une stratégie pour améliorer notre posture dans le cyberespace, dans notre contexte camerounais ou africain? C'est possible de... That's an interesting question, and we've been challenged from the day that internet was created with cyber security threats from the get-go, and scammers, hackers, and other like keep evolving
with new tools. AI is no different from back then. The difference now is that they have more sophisticated tools. For instance, you can pick a WhatsApp video call and you're talking to your mother, whereas it's not your mother. Now, are there ways of detecting that? For now, I know that the science is not clear on how to detect those aspects. But the foundation of cybersecurity is, first of all, the human aspect. So to be safe, there are certain rules that you need to make sure that you follow. For instance, if somebody is calling and telling you to urgently send money, it should be a red flag. Even if it's your mother, you should use other means to verify. Maybe call your sister and ask, are you by the mother, or somebody who is by the mother, and make sure that the person is by. So there are many rules that we are always trained. For instance, my organization trains me all the time on taking those measures. So bottom line is this: as technology is evolving, it's going to get sophisticated. So what you need to do is keep reading about how to counteract them. Whether it's from emails that have been generated that look the same like it's coming from your boss, whether it's voice calls or anything that you know that is digitized that can come to you as if it's coming from somebody you know. Nowadays, my rule of thumb is I suspect everything. That's my rule of thumb. Because that's the only way to make sure that I double check, especially if information is asking me to dispatch a certain amount of money urgently. For me, double check. Double check. Right now, I need 100,000 francs. You're seeing me, right? Donc, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Mais j'aimerais déjà donnez-moi juste 2 minutes pour faire une sorte de résumé. Parce que comme vous le savez, nous avons préparé ces panels depuis quelque temps déjà, avec des questions et des réponses. Maintenant, ma partie, vous savez que je me suis improvisé modérateur. Donc j'ai demandé à l'IA, avec toutes les réponses que j'avais données aux questions, de résumer un peu en français ce que je voulais dire. Donc permettez-moi de lire rapidement. Alors que nous clôturons cet échange passionnant sur la souveraineté technologique et intellectuelle de l'Afrique, il est important de rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas une simple tendance technique. Elle est le reflet de nos réalités actuelles et des trajectoires que nous souhaitons tracer pour nos sociétés. Nos dirigeants africains sont souvent accaparés par des urgences comme les crises humanitaires, l'instabilité politique ou les défis économiques. Et pourtant, c'est précisément dans ces contextes que l'IA peut apporter des réponses concrètes, à condition d'être pensée, construite et implémentée en fonction de nos contextes locaux, avec nos données, nos priorités et notre vision. Mais cette ambition ne peut être portée de manière isolée. Elle exige une action collective à l'échelle régionale et continentale, à travers des cadres de collaboration clairs entre États, des stratégies communes, des normes partagées et surtout une volonté politique ferme. Ce que nous programmons aujourd'hui façonnera la société de demain. Cela implique aussi une vigilance éthique, car derrière les promesses de l'IA se cachent des risques réels, biais algorithmiques, surveillance de masse, dépendance technologique ou encore défaillance critique pouvant affecter des services essentiels comme l'énergie ou les finances. Il nous faut donc concevoir une IA qui inspire confiance, une IA humaine, inclusive et souveraine. Enfin, nous devons cesser de courir après la seule adoption ou la seule adaptation. Il est temps pour l'Afrique de maîtriser ses outils numériques, de les façonner et d'oser les exporter. Merci à tous les panélistes pour la richesse de leur contribution. L'heure n'est plus au constat, mais à l'action. Une action panafricaine stratégique et audacieuse. Et je finirai par dire que nos grands-parents ont raté la migration vers l'adoption de l'Internet. Nous n'allons pas rater la migration vers l'adoption de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.